En regardant la situation actuelle, cela signifie qu'une aide est maintenant demandée. Cela suggère qu'ils se sont lancés dans cette mission sans avoir de planification ni de concept stratégique clair. C'est un aspect qui aurait certainement dû être analysé à l'avance, et je peux mettre en garde contre l'invocation de l'article 5 du traité de l'OTAN. Cela ne serait en rien différent, car exiger l'obligation d'assistance des États membres de l'OTAN, à ce moment-là, transformerait l'OTAN d'une alliance défensive en une alliance offensive, cela transformerait l'alliance. Cela signifierait que si un État membre attaquait un autre pays, les autres États devraient apporter leur soutien. Personnellement, je considère que tout cela est assez aventureux, et par conséquent, nous avons absolument besoin d'analyser simplement quel est le concept, comment compte-t-on réellement sortir de cette situation. Nous, de l'AfD, l'avons dit depuis le début et pour cette raison, nous avons été la cible de critiques extrêmement sévères et généralisées de toutes parts. À présent, il a été prouvé que nous avions entièrement raison dans notre position en mettant en garde de manière très ferme contre une escalade supplémentaire dans ce conflit. Nous devons désamorcer la situation rapidement et il est clair que les Américains n'ont pas envisagé de stratégie de sortie ni la suite à donner. Alors, je ne pense pas que l'article 5 impose une obligation d'assistance mutuelle. Question sur l'OTAN. Il est évident que c'est quelque chose sur lequel le président s'est concentré. Lui. Et il n'a pas consulté l'OTAN avant le début de la guerre. Et il s'agit d'une alliance défensive. Évidemment, traditionnellement, on ne s'applique pas de façon préventive au Moyen-Orient. Pourquoi serait-il juste que le président s'attende à ce que les alliés de l'OTAN aident maintenant, après ce qui s'est passé? Les alliés de l'OTAN bénéficient bien plus de la réouverture du détroit d'Ormuz que les S-Mauer. Selon l'agenda énergétique du président actuel, nous exportons plus de pétrole que nous n'en importons et disposons de ressources suffisantes pour notre population, ce qui est positif concernant le président Trump. L'ouverture du détroit est bénéfique pour les États-Unis car elle stabilise l'industrie pétrolière mondiale. Cela fera baisser les prix, cela aide beaucoup l'Europe et nos alliés de l'OTAN et le président veut qu'ils en fassent plus. Dans une publication sur Truth, ce matin à 7h22, Donald Trump a déclaré « Et si nous mettions fin à ce qui reste de l'État terroriste iranien et laissions les pays qui l'utilisent responsables du détroit? Cela ferait bouger certains de nos alliés les plus lents beaucoup plus rapidement. Monsieur le Président Donald Trump, y a-t-il eu un mouvement de la part de nos alliés pendant la nuit qui aurait adouci leur position concernant la traversée du détroit d'Ormuz? » Pas pendant la nuit, mais le président et son équipe, en particulier les secrétaires Exet et Rubio, restent en contact avec leurs homologues en Europe ainsi qu'avec nos alliés dans la région arabe et du Golfe afin d'intensifier leurs efforts et de faire davantage pour aider les États-Unis à assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Cela leur est finalement beaucoup plus bénéfique qu'aux États-Unis grâce au président Trump. Nous sommes exportateurs nets d'énergie, le détroit d'Ormuz n'est donc pas nécessaire à notre approvisionnement. Ici, nous, les Américains, voulons que le détroit reste ouvert au marché mondial du pétrole afin de stabiliser et de faire baisser les prix. L'armée a des options pour continuer à garantir cela, mais le président a raison de demander à nos alliés d'assumer plus de responsabilités et d'en faire davantage. Vous savez, l'un des principes du président Trump, c'est la justice. Et depuis longtemps, il critique l'OTAN parce que, selon lui, c'est une alliance injuste pour le peuple et le contribuable américain, ainsi que pour nos forces armées. Le président a renégocié et redéfini les accords commerciaux avec les alliés de l'OTAN dans le but d'apporter la justice aux travailleurs et au peuple américain. Si l'on considère que les États-Unis ont des milliers de soldats chez des alliés de l'OTAN, nous versons des milliards à ces pays et nos troupes sur leur sol servent de dissuasion. De plus, le président souhaite que le contribuable et l'armée des États-Unis soient traités équitablement. Il estime que, parfois, l'OTAN échoue à cet égard, et il a raison d'exiger davantage d'eux, surtout parce que la réouverture du détroit leur profite encore plus qu'aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, avec nous, notre correspondant économique, Paul Calso. La réouverture du détroit est vitale pour les industries, mais la priorité reste la sécurité de ceux qui travaillent dans le secteur. Ah, absolument. C'est une voie diplomatique, pour ainsi dire, qui se déroule en parallèle, spécialisée et entièrement axée sur l'impact sur le trafic maritime. L'Organisation maritime internationale, comme son nom l'indique, établit les règles et les règlements, fonctionnant comme de nombreux organes de l'ONU. Il y a des dizaines de pays dans cette salle et ce matin, ils ont essentiellement fait des déclarations s'organisant en une longue file pour condamner, que ce soit directement, les attaques iraniennes.
contre les navires marchands et bien sûr contre les marins qui sont à bord, environ 20 000 actuellement retenus dans le Golfe, et demandant également des efforts pour tenter de les libérer et de rétablir la liberté de mouvement de ces navires. Curieusement, il y a des pays ici qui ne soutiennent pas la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, mais qui condamnent l'Iran pour sa riposte, qui a placé le transport maritime et par conséquent l'économie mondiale au centre de tout cela. Des nations comme la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont exprimées aujourd'hui. Des pays plus petits, axés sur le secteur maritime, comme les Philippines, comptent actuellement plus de 400 000 marins dans le monde, dont beaucoup se trouvent dans le Golfe. Ils se sont également exprimés ce matin. Les Bahamas, qui possèdent de nombreux navires enregistrés, dont l'un a été attaqué par un vedette lance-missile iranien la semaine dernière, manifestent beaucoup d'inquiétude. Avant la réunion, dès le début de la journée, l'ambassadeur iranien à Londres et la délégation russe ont tenté d'empêcher la tenue de la rencontre à l'avance. Ils invoquaient des vices de procédure. C'était de l'obstructionnisme. Cela a été rejeté, donc la réunion a continué. Avez-vous entendu le représentant des Antifa à Siwa parler de cette proposition d'établir un corridor sécurisé pour l'évacuation de ces embarcations ? Il se peut qu'il n'aille pas plus loin, à part être d'accord sur le cadre pour discuter du sujet, cela est clair. L'ONU et la diplomatie avancent lentement. Cela semble un peu différent de la proposition d'escorte navale de Trump, où il voulait l'implication des alliés européens, et jusqu'à présent, ils ont dit non. Les rouages diplomatiques avancent lentement, mais étant donné le risque existant pour le transport maritime et les marins dans le détroit d'Ormuz, en ce moment, même si le processus est bien intentionné, tant que les missiles continueront d'être lancés et que l'Iran continuera d'attaquer les navires et les infrastructures énergétiques, il est peu probable que quelque chose change. E que a economia seja liberada até que os mísseis parem de voar.